Bonjour et bienvenue à ce cours 6, cours de Photoshop. Aujourd'hui, nous allons parler de Photoshop, qui est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur édité par la société Adobe. Les images y sont constituées d'une grille de points appelée pixels. Pour ce premier cours de Photoshop, nous allons faire un peu de théorie sur les types de formats de documents, les images, les couleurs et la présentation de quelques outils. Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur édité donc par Adobe. Les images y sont composées de pixels et destinées à l'impression ou au web. Pour la création de sites internet avec WordPress, nous allons nous focaliser sur la création d'images destinées au web. Les 4 questions fondamentales qui déterminent le travail sur Photoshop sont: première question, quelle sera la destination de l'image à créer? Ici, notre réponse sera la réponse B, site internet, donc là, la destination est pour le web. Deuxième question, quel sera le mode colorimétrique de l'image? Si la destination de votre image est pour le web, le mode colorimétrique sera RVB pour rouge, vert, bleu. Troisième question, quelle sera la résolution pixels par pouce ou dpi dot per inch? Si vous êtes en web, que vous utilisez du RVB, la résolution des images devra être 72 dpi en moyenne. Alors ça peut être 48 dpi ou 100 dpi ou 150 dpi si vous voulez avoir une résolution plus grande. Mais la norme est de 72 dpi que je vous invite à mémoriser. Quatrième question, quel sera le format final de l'image? Lorsque vous êtes en web, que vous utilisez du RVB, que vous utilisez 72 dpi pour la résolution de vos images, vous allez utiliser comme format final d'image le JPEG, le PNG ou le GIF. Alors, très important, je vais vous proposer de créer les dossiers PSD dans lesquels vous pourrez ranger les fichiers natifs de Photoshop et un dossier PNG dans lequel vous allez enregistrer les images finales qui vont aller sur le site WordPress. Ensuite, pour la nomination des fichiers, nous allons avoir une structure de nomination. Le nom va commencer par Burgerman, donc le nom de la société, tiret nom du burger, tiret format, etc. Attention, pour la nomination des fichiers, il faudra éviter les espaces et les caractères spéciaux, donc les accents entre autres. Les formats de documents dans Photoshop. Les formats de documents graphiques se différencient par leur représentation des données d'image, pixels, vecteurs et leur prise en charge des techniques de compression et des fonctionnalités Photoshop. Le codage standard pour les images est de 8 bits par couche. Pour obtenir une plus grande plage dynamique avec des images 16 ou 32 bits, il faut enregistrer sous les formats PSD, Photoshop Document, PSB, Photoshop Brut, TIFF ou JPEG 2000. Les formats de documents peuvent être classés selon les formats de documents avec les fonctionnalités de Photoshop, les formats de documents pour le web, les formats de documents pour l'impression, les formats de documents pour la photographie. Dans le cadre de ce cours, nous allons faire un focus sur les formats de documents avec les fonctionnalités de Photoshop et les formats de documents pour le web. Les formats de documents Photoshop. Ce sont des formats de documents qui contiennent les fonctionnalités de Photoshop. Parmi eux, vous retrouverez le PSD, qui est le format de document natif de Photoshop. PS pour Photoshop et D pour Document. Pour préserver toutes les fonctionnalités de Photoshop, travail des calques, les effets, les masques, les images, les textes, etc.,
il faut enregistrer une copie de l'image au format Photoshop, PSD. La taille maximale que pourra avoir votre fichier sera de 2 Go. Ensuite, vous aurez le format PSB. PS, Photoshop, B, brut. Donc c'est le format de document Photoshop brut qui possède les mêmes caractéristiques que le PSD. Ici, la taille maximale pourra être de 4 Go. Important, toujours enregistrer le document au format PSD pour sauvegarder le travail sur les calques, les effets, les images, les textes, etc. Les autres formats. Vous aurez l'EPS, Encapsulated PostScript, qui peut représenter des données graphiques vectorielles et bitmap, et est pris en charge par la majorité des logiciels graphiques d'illustration et de mise en page. Son utilisation est pour les tracés vectoriels ou bitmap. Le TIFF est un ancien format graphique permettant de stocker des images à bitmap, qu'on appelle également raster, de taille importante, plus de 4 Go compressés, sans perte de qualité et indépendamment des plateformes ou des périphériques utilisés. Son utilisation est pour les images de très haute résolution. C'est pour cela qu'il est très utilisé par exemple dans le domaine de la photographie. Le PDF, Portable Document Format, est un format de document souple compatible entre différentes plateformes et applications. Les documents PDF affichent avec précision et conservent police, mise en page, graphique vectoriel et bitmap. En outre, les documents PDF peuvent présenter des fonctionnalités de navigation et de recherche pour documents électroniques tels que des liens électroniques. Les formats de documents pour le web. Dans Photoshop, pour enregistrer en JPEG, il faut ouvrir l'image, document enregistré pour le web, JPEG. Alors ça, on le verra lorsqu'on aura terminé de créer nos différentes images. Le JPEG signifie Joint Photographic Experts Group. C'est une technique de compression avec perte, prise en charge par les formats de documents TIFF, PDF, JPEG et de langage PostScript. Elle est recommandée pour les photographies. Le format JPEG, Joint Photographic Experts Group, est généralement utilisé pour afficher les photographies et autres images à ton continu de documents HTML. Donc nous créons des sites internet, donc nous aurons besoin de JPEG pour afficher nos images. Le format JPEG prend en charge les modes CMJN, RVB et niveau de gris, mais pas les transparences. Attention, le JPEG ne gère pas la transparence. À la différence du format GIF, le format JPEG conserve les informations chromatiques d'une image RVB, mais il compresse la taille des documents en éliminant des données de façon sélective. Parlons maintenant du GIF. Donc pour enregistrer en GIF, c'est la même méthode, il faut ouvrir l'image, enregistrer pour le web, GIF. Le GIF signifie Graphics Interchange Format, est généralement utilisé pour afficher des graphiques et des images à couleur indexées dans des documents HTML. Le format GIF est un format compressé conçu pour réduire à la fois la taille du document et le temps de transfert électronique. Il préserve les transparences des images à couleur indexées, mais il ne prend pas en charge les couches alpha. Alors, vous aurez certainement entendu parler également des GIFs animés. Les GIFs animés, donc, sont des séquences comportant plusieurs images GIF qui sont juste lancées dans le navigateur durant une petite animation de quelques secondes. Enfin, le PNG. Donc, le PNG signifie Portable Network Graphics. Il est développé comme variante sans brevet du format GIF. Il est utilisé pour la compression sans perte et l'affichage des images sur le web. Contrairement au format GIF, le format PNG prend en charge les images 24 bits
et génère des transparences d'arrière-plan sans créneler les contours, ce qui est le cas du GIF par exemple. Le format PNG prend en charge les images en mode RVB, couleur indexée, niveau de gris et bitmap sans couche alpha. Il permet de conserver les transparences des images en niveau de gris et RVB. Les avantages sont une haute résolution et la transparence. Donc pour récapituler, les formats utiles pour le web sont le JPEG, qui est le format pour une image et illustration avec perte et sans transparence. L'avantage, c'est que le poids est minimal. Le GIF, pour une illustration avec transparence, au contour pixelisé. Le PNG, pour une image et illustration de bonne qualité, avec transparence. Enfin, vous pourrez avoir aussi du PDF. Donc ici, c'est un document avec une mise en page contenant plusieurs pages, par exemple, de textes, d'images et de liens. Exemple, pour les PDF, vous pouvez utiliser les fiches produits, les catalogues produits, les menus en PDF, etc., etc. Les formats de documents... Ah, alors, pardon, je suis revenue en arrière. Parlons maintenant du RVB. Le RVB est un format colorimétrique web. RVB signifie rouge, vert, bleu. Le web est régi par le mode colorimétrique RVB. Dans Photoshop, pour mettre une image en RVB, il faut ouvrir l'image, aller dans Images, Mode, Couleur RVB. Nous le verrons tout à l'heure. Ce mode dans Photoshop utilise le modèle RVB, attribuant une valeur d'intensité à chacun des pixels. Dans les images en 8 bits par couche, les valeurs d'intensité vont de 0, noir, à 255, blanc, pour chacune des composantes RVB, rouge, vert, bleu, d'une image en couleur. Par exemple, un rouge vif aura une valeur R, rouge, de 246, une valeur V, vert, de 20, et une valeur B de 50. Lorsque toutes les composantes ont une valeur égale, on obtient une nuance de gris neutre. Lorsqu'elles ont chacune une valeur de 255, on obtient un blanc pur. Une valeur égale à 0 pour chacune produit du noir. Le codage des couleurs. Les couleurs en HTML sont définies par 3 nombres hexadécimaux représentant les tons de rouge, de vert et de bleu. Selon le codage RGB, Red, Green, Blue en français, RVB, rouge, vert, bleu, de la couleur choisie. Ainsi, la syntaxe de codage d'une couleur en HTML est la suivante. La couleur va être égale à dièse, RR pour rouge, VV pour vert et BB pour bleu. RR, VV et BB représentent respectivement un nombre hexadécimal entre 00 et FF pour le rouge, le vert et le bleu. Ainsi, plus de 16 millions de couleurs sont disponibles pour colorer les pages web. Toutefois, étant donné que tous les navigateurs ne reconnaissent pas les couleurs de la même façon, le W3C, qui est le consortium web qui régit les normes du web, conseille l'utilisation des couleurs ci-dessous pour lesquelles un nom intelligible a été donné. Exemple de code, par exemple, pour du noir, vous aurez du dièse 000. Pour du gris, vous aurez du dièse CCCCC. Pour du blanc, du dièse FFFFFF. Pour du orange, vous aurez dièse, par exemple, F99C10. Le codage des couleurs peut être intéressant, par exemple, pour appliquer une couleur à une section, à une page, à un bloc, etc.
Je vous propose d'aller dans Photoshop et de voir les différents éléments que nous venons de voir. Ouvrez Photoshop, toutes versions confondues, et cliquez sur Créer nouveau. Dans notre cas par exemple, vous pouvez aller dans la section Web et choisir un des formats personnalisés pour le web. Et ici, vous allez pouvoir changer la largeur, la hauteur, la résolution, le mode, la couleur et l'arrière-plan. Alors, ici, nous avons un document Photoshop. La première chose que nous remarquons, ce sont les pixels. Les pixels, ce sont des petits carrés d'information qui vont chacun retenir une information de l'image représentée. Pour l'instant, nous n'avons pas d'image sur notre fichier, donc c'est pour cela que nous voyons juste des pixels vides. Je vous propose de voir les différents éléments dont nous avions parlé. Premièrement, pour changer le mode colorimétrique. Ici, vous voyez le nom du fichier est sans titre-1 100%, alors 100% c'est l'aperçu de ma page, calque 1, je suis sur le calque 1, et CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Ce mode colorimétrique ne correspond pas au mode colorimétrique du web, donc pour le changer, je dois changer l'image. Pour cela, je monte dans le menu principal, Images, Images, Mode. Dans les modes, j'ai différents modes colorimétriques qui me sont proposés. Celui qui m'intéresse, puisque je veux créer des images pour le web, est couleur RGB. Je clique une fois. Et regardez maintenant, mon image est bien en RGB. Ensuite, je vous propose de voir le mode RGB pour en savoir davantage. Ici, vous avez la barre d'outils. La barre d'outils est très importante dans Photoshop. C'est elle qui vous permettra de sélectionner un outil pour appliquer un traitement, une retouche, une action sur votre image. Ici, donc, vous avez votre image. Et à droite, vous avez différents panneaux, dont le panneau calque, le panneau réglage, etc., etc. Ici, vous avez une barre horizontale de paramètres qui va à chaque fois s'adapter au type d'outil que vous utiliserez pour vous donner accès aux paramètres de configuration de cet outil. Et enfin, vous avez le menu de navigation principal avec fichier, édition, images, calque, texte, etc. Je vous propose de parler de couleurs. Ici, vous avez le nuancier de couleurs. Attention, la couleur au premier plan, c'est celle-ci. Et la couleur à l'arrière-plan, c'est celle-là. Ici, si je crée un nouvel élément, l'élément va par défaut prendre la couleur qui est au premier plan, c'est-à-dire la couleur rouge. Et si je veux changer de couleur, il faut que je double-clique tout simplement sur ce nuancier. Donc ici, je double-clique. Lorsque je double-clique, s'ouvre le sélecteur de couleurs pour la couleur de premier plan. Ici, premièrement, j'ai un petit nuancier qui m'est proposé et je vois que le curseur se trouve sur du rouge qui correspond au rouge sélectionné comme couleur de premier plan et qui est également repris ici comme étant la couleur active. Si je veux changer la couleur, je peux prendre ce curseur du nuancier et je peux le déplacer. Si je veux par exemple avoir du bleu. Si par exemple je veux être sûr d'avoir des couleurs web uniquement, je peux cocher cette case. Et du coup, je n'ai que des couleurs web. Ok. Si vous préférez cet aperçu, il faudra juste faire attention à une chose. Si vous sélectionnez une couleur, celle-ci par exemple, et que vous avez un petit panneau attention, ça veut dire que la couleur sélectionnée n'est pas une couleur RGB. Donc pensez bien à cliquer une fois pour que tout de suite il vous redirige vers une sélection de couleurs la plus proche
et respectant le code RGB. Ici, une fois que vous avez sélectionné votre couleur, vous avez différentes combinaisons de modes colorimétriques. Premièrement, vous avez le TSL. Le TSL, c'est un mode colorimétrique qui signifie teinte, saturation, luminosité. Donc, ce mode colorimétrique est plus utilisé dans la photographie. Ici, c'est la correspondance de votre couleur en TSL. Ensuite, vous avez le RGB. Le RGB, rappelez-vous, c'est notre rouge, vert, bleu. C'est le mode colorimétrique pour le web. Donc, c'est le mode que nous allons utiliser pour créer des images pour le web. Ici, du coup, si on veut retrouver cette couleur RGB, on mettra 42 pour le rouge, 75 pour le vert et 155 pour le bleu. Ici, nous avons les couleurs lab. Alors, les couleurs lab sont les couleurs pour les laboratoires photo. Donc ici aussi, c'est un mode colorimétrique plutôt utilisé par la photographie. Et enfin, on a le CMJN qui est le mode colorimétrique utilisé pour la PAO ou le print, donc pour imprimer des fichiers. Ici, nous avons le mode colorimétrique pour les pages HTML. Du coup, vous allez avoir le RR qui va être 2A, le VV qui va être 4B et le 9B qui va être BB. Ok. Alors, dans Photoshop, vous avez plusieurs outils. Je vous propose de voir rapidement quelques outils qui sont importants pour la prise en main et l'exploitation des fonctionnalités de Photoshop. Premièrement, vous aurez l'outil déplacement. C'est l'outil qui permet de déplacer des objets. Ici, j'ai ma barre d'outils et cette barre d'outils va me permettre de déplacer des éléments avec l'outil déplacement par exemple, de créer des formes avec l'outil ellipse. Si vous restez appuyé sur l'outil ellipse, vous avez d'autres outils qui vont apparaître. Vous aurez l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil trait, l'outil forme personnalisée. Ici, je vais vous proposer par exemple de prendre l'outil ellipse et de créer une ellipse. Ici, j'ai créé une ellipse. Si je veux déplacer mon ellipse, je dois changer d'outil. Parce que l'outil que j'ai actuellement, c'est l'outil ellipse. Et cet outil ellipse ne sert qu'à créer des ellipses. Donc si je veux déplacer mon ellipse, créer, je prends l'outil sélection. Je prends l'outil sélection et cette fois-ci, je prends mon ellipse et je la déplace où je souhaite. À partir de maintenant, par exemple, vous aurez besoin de vous déplacer dans l'espace. Pour vous déplacer dans l'espace, vous aurez certains outils qui vont vous y aider. Vous aurez par exemple l'outil main. L'outil main va vous permettre, en faisant un cliquer-glisser, de déplacer votre page. Donc ici, je fais un cliquer-glisser avec l'outil main. Ça me permet de me déplacer dans la page. Ensuite, ici par exemple, j'ai besoin de zoomer sur mon ellipse. L'outil zoom qui se trouve ici, va me permettre de zoomer sur mon ellipse. Si je souhaite dézoomer, je peux utiliser l'outil zoom avec la touche Alt. Alt Zoom va vous permettre de dézoomer. Zoom, Alt Zoom. Alors, supposons par exemple que j'utilise l'outil de déplacement pour déplacer. Si je souhaite garder cet outil déplacement tout en zoomant, je peux utiliser le raccourci clavier commande plus.
commande plus. Et là, regardez, en utilisant le raccourci clavier, je n'ai pas changé d'outil, donc c'est très pratique. Ensuite, j'ai fait commande moins, puis commande plus, et malheureusement, je me suis déplacée. Maintenant, j'ai besoin de me redéplacer dans l'espace pour atteindre l'ellipse et la voir dans son intégralité. Pour cela, je peux utiliser la main ou alors, pour garder toujours mon outil de déplacement, je peux utiliser le raccourci clavier de la main. Le raccourci clavier de la main, c'est la touche espace, cliquer, glisser. Donc ici, j'ai toujours mon outil de déplacement et avec la touche espace, cliquer, glisser, je peux parallèlement utiliser la main. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal des raccourcis clavier. Ils vont vous permettre de garder l'outil principal dont vous avez besoin et de juste le faire cohabiter avec un outil parallèlement. Donc ici, ça peut être la main avec la touche espace ou ça peut être le dézoom avec le raccourci clavier commande moins. Donc voilà pour les outils de sélection par exemple. Donc ici, vous avez l'outil déplacement, vous avez l'outil rectangle de sélection. Alors l'outil rectangle de sélection va vous permettre de sélectionner une partie de votre élément. Ici, par exemple, je vais sélectionner ceci, je vais faire un copier et je vais faire un coller. Alors ici, ça ne fonctionne pas puisqu'on est sur une forme géométrique. Si par exemple, si par exemple, au contraire, j'avais créé un nouveau calque et que j'avais fait ceci, j'aurais pu prendre l'outil sélection, sélectionner uniquement cette partie, reprendre l'outil déplacement, faire un copier et un coller. Et là, regardez, j'ai fait un copier-coller uniquement de ma sélection. Donc l'outil sélection rectangle va vous permettre cela. Il va vous permettre de faire des sélections sous forme de rectangle. Ensuite, vous aurez d'autres formes de sélection telles que l'ellipse de sélection, le rectangle de sélection, une colonne, le rectangle de sélection, une rangée. Vous aurez d'autres outils de sélection tels que le lasso, la sélection rapide, la baguette magique. Alors nous verrons l'outil déplacement, l'outil rectangle de sélection, l'outil baguette magique. Nous verrons également l'outil recadrage, qui permet de recadrer. Parmi les outils de retouche, nous verrons l'outil pièce. Nous verrons également un peu l'outil tampon. Et parmi les outils de peinture, nous verrons l'outil pinceau, par exemple. Et parmi les outils de dessin et de texte, nous verrons la plume, qui nous permettra de faire du détourage. Parmi les outils de texte, nous verrons l'outil texte. Et parmi les outils d'annotation, de mesure et de navigation, nous verrons la pipette, nous verrons la main et l'outil zoom. Donc vous avez plusieurs outils, parmi lesquels les outils de sélection. Parmi les outils de sélection, donc vous avez les outils de sélection rectangle, l'outil de déplacement, les outils de lasso, les outils de sélection rapide. Nous verrons les outils de sélection rectangle par exemple et l'outil de déplacement. Ensuite, nous verrons un peu la baguette magique, vraiment un peu, et l'outil recadrage. Parmi les outils de retouche photo, nous verrons l'outil pièce et l'outil tampon de duplication.
Parmi les autres outils de retouche, alors ici, nous ne verrons pas ces outils-là. Parmi les outils de peinture, nous verrons l'outil pinceau et le pot de peinture. Parmi les outils de tracé de forme de texte, nous verrons les outils de sélection de tracé, les outils de texte et les outils de plume. Et enfin, parmi les outils de navigation, donc nous verrons la main qui est très importante pour naviguer à l'intérieur de son fichier. Nous verrons également l'outil zoom qui est très important pour pouvoir zoomer sur un endroit afin d'être à l'aise pour y travailler. Nous verrons également l'outil pipette qui permet de prélever les couleurs d'une image. Alors, dans Photoshop, vous avez également des outils de transformation qui vont vous permettre d'ajouter de la 3D. Alors attention, c'est à utiliser avec parcimonie, car ce sont un peu des outils gadgets qui vont demander énormément de ressources à Photoshop et également à votre ordinateur. Donc faites attention, si vous voulez vraiment faire de la 3D, je vous conseille plutôt de travailler sur des logiciels dédiés à la 3D, tels que Cinema 4D ou Maya par exemple. Alors, vous l'avez vu ici, dans Photoshop, nous sommes sur des pixels. Je vous propose de parler de la notion de pixels. Ici, par exemple, si je zoome, je peux voir que chacun de mes carrés va contenir une information de l'image, qui correspond à un pixel. Donc les images bitmap, appelées images pixelisées sur le plan technique, utilisent une grille de couleurs pixels pour représenter les images. À chaque pixel sont attribués un emplacement et une valeur de couleur spécifique. Lorsque vous manipulez des images bitmap, vous ne modifiez ni des objets, ni des formes, mais des pixels. Les images bitmap sont le support électronique le plus couramment utilisé pour obtenir des images à ton continu, comme des photographies ou des peintures numériques, car elles permettent de représenter de manière beaucoup plus efficace des gradations subtiles de tons et de couleurs. C'est ce qu'on voit ici par exemple. Vous voyez, là on a un aplat, puis petit à petit on a une petite gradation de couleurs avec différents niveaux de nuances. Les images bitmap sont dépendantes de la résolution, c'est-à-dire qu'elles sont constituées d'un nombre fixe de pixels. Leur affichage est donc irrégulier et moins net si elles sont mises à l'échelle à l'écran ou si elles sont imprimées avec une résolution inférieure à leur résolution d'origine. Exemple d'images bitmap dans différentes échelles d'affichage. Pour ce vélo par exemple, lorsque vous zoomez ici à l'échelle 3.1, vous allez avoir cet aperçu. Et si vous zoomez encore plus à l'échelle 24, regardez, vous allez pouvoir déterminer les différents pixels qui composent l'image. Les images bitmap requièrent parfois un espace de stockage important et doivent souvent être compressées pour permettre de limiter les tailles de fichiers lorsqu'elles sont utilisées dans certains composants Creative Suite, le logiciel. Par exemple, un fichier image doit être compressé dans son application d'origine avant d'être importé dans une présentation. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on disait qu'un format PSD pouvait aller jusqu'à 2 Go, ce qui est énorme. Donc, pour ne pas avoir un fichier qui pèse à lui seul 2 Go, vous allez le compresser afin qu'il ait un poids moyen, plutôt optimisé, afin de l'exploiter dans d'autres logiciels. Alors, je vais vous proposer de parler d'un outil génialissime dans Photoshop qui s'appelle la plume. Généralement, on vous dira que si vous maîtrisez la plume, vous maîtrisez Photoshop. Donc, parlons de la plume. La plume permet de tracer des lignes et des courbes pour sélectionner. Elle sert à tracer des lignes et courbes vectorielles ou des courbes de Bézier. Ces courbes ne sont pas constituées de pixels et sont indépendantes de la résolution. La plume sert aussi d'outil de sélection.
Elle est d'ailleurs très pratique pour découper des formes. Ici, on va parler du détourage. Les courbes de Bézier sont des courbes mathématiques lisses qui passent par des points spécifiques. Un segment de Bézier est constitué de 3 composantes de base: les points d'ancrage, les points de contrôle et les réglettes de contrôle. Les points d'ancrage représentent les points terminaux d'un segment. Un point de contrôle est un point lié au point d'ancrage qui, lorsqu'on le fait glisser, affecte la direction et la forme de la courbe. En augmentant la distance séparant le point de contrôle de son point d'ancrage, on augmente l'inflexion de la courbe et inversement, en diminuant la distance, on diminue l'étirement de la courbe. Si la distance est égale à 0, la courbe formera un angle droit. La distance entre le point de contrôle et son point d'ancrage est représentée par une réglette de contrôle que vous voyez ici qui est bleue. Elle ne fait pas partie du tracé, mais elle est juste là pour vous permettre d'infléchir sur la courbe afin de la régler. Il convient de souligner que la courbe passant par un point d'ancrage est toujours tangente à la ligne reliant la réglette de contrôle à son point d'ancrage. Alors, premièrement, pour utiliser l'outil plume, il faut sélectionner l'outil plume. Je vais vous proposer pour cela de faire un petit exercice. Vous avez un fichier qui est ouvert, je vais vous proposer de le fermer. Celui-ci, nous n'en avons plus besoin, donc ici je le ferme, ne pas enregistrer, et là je vais ouvrir un nouveau fichier. Pour ouvrir un nouveau fichier, vous allez dans Fichier, Ouvrir. Fichier Ouvrir ou le raccourci clavier, commande O si vous êtes sur Mac ou CTRL O si vous êtes sur PC. Donc ici, je vais rechercher les fichiers de cours. Je vais prendre le fichier qui s'appelle plume02.gif. Plume02.gif. Alors, lorsque vous ouvrez un fichier externe, vous devez respecter des prérequis. Pour les prérequis, vous allez par exemple vérifier toujours le mode colorimétrique. Donc là, je vais aller dans Image, Mode, et je vais passer à couleur RGB. Tout de suite. OK. Je vois que mon fichier est bien RGB. Ensuite, je vais aller vérifier la résolution de mon image. Combien de dpi fait mon image? Pour cela, je vais toujours dans Image, Taille de l'image. Dans Taille de l'image, je vois la largeur en pixels, 636, en hauteur 1000, la taille du document en centimètres, 22,44, en hauteur 35,28, la résolution 72. 72 dpi, ça correspond bien au web, donc c'est bien. Je vais faire OK. À partir de maintenant, je suis presque prête à travailler. Il faut juste que je vois un peu la notion de calque. Ici, les calques dans Photoshop sont très importants puisque les calques sont semblables à des feuilles d'acétate ou films transparents empilés. Ces zones transparentes permettent de visualiser les calques situés en dessous. Vous déplacez un calque pour positionner son contenu, comme vous glisseriez une feuille d'acétate dans une pile. Vous pouvez également modifier l'opacité d'un calque pour rendre son contenu partiellement transparent. La meilleure illustration pour les calques correspond aux calques Canson, par exemple, que vos enfants utilisent ou que vous-même avez utilisé lorsque vous étiez plus jeune en maternelle afin de dessiner. Les zones transparentes d'un calque laissent transparaître les calques situés au-dessous. Les calques sont utilisés pour effectuer des opérations telles que la composition d'images multiples, l'ajout de texte à une image
ou l'ajout de forme à une image vectorielle. Un style peut leur être appliqué pour ajouter un effet spécial comme une ombre portée ou une lueur. Le travail sur les calques s'effectue dans le panneau calque. Les groupes de calques vous permettent d'organiser et de gérer vos calques. Vous pouvez utiliser les groupes pour organiser vos calques de façon logique et ainsi réduire l'encombrement du panneau calque. Vous pouvez imbriquer des groupes les uns dans les autres. Vous pouvez également utiliser des groupes de calques pour appliquer des attributs et des masques à plusieurs calques simultanément. Ne vous inquiétez pas, on va commencer doucement. On va déjà voir comment modifier un calque, comment créer un nouveau calque. Et plus tard, lorsque nous ferons du photomontage de différentes images, là, nous allons utiliser la notion de groupe de calque. Alors, je vous propose de retourner dans Photoshop. Ici, donc, dans la partie de droite, vous avez les différents panneaux, parmi lesquels le panneau calque. Si vous ne trouvez pas votre panneau calque parmi les différents panneaux présents, panneau tracé, panneau couche, panneau style, panneau historique, panneau paragraphe, panneau caractère, vous pourrez le retrouver dans le menu de navigation principal, fenêtre. S'il vous manque un panneau, vous pouvez aller dans fenêtre et cliquer sur le panneau. Et là, il va apparaître. Alors, ici, dans les calques, nous voyons que nous avons un premier calque, ici. Premièrement, ce calque a un petit œil. Ce petit œil vous indique que vous pouvez afficher, ici le calque est affiché, ou vous pouvez masquer en cliquant sur le calque. Donc ici, je peux soit afficher, soit masquer le calque. Ensuite, je vois que mon calque est verrouillé, puisqu'il a un petit verrou ici, donc je ne peux pas le modifier. Pour cela, je vais double-cliquer sur le calque pour le déverrouiller. Il faut double-cliquer sur le calque pour le déverrouiller. En le déverrouillant, par exemple, vous pourrez changer son nom. Donc ici, au lieu de calque 0, je peux mettre exercice. OK. Et là, regardez, pour valider, je fais entrer. Et tout simplement, je vais avoir mon calque qui va changer de nom, qui n'est plus verrouillé, donc je vais pouvoir travailler dessus. Alors, si nous regardons bien notre exercice, c'est un exercice pour apprendre à détourer avec la plume. Le détourage consiste à dessiner l'élément que vous souhaitez sélectionner. Donc ici, par exemple, nous devrons dessiner un carré. Après avoir dessiné l'élément à la plume, vous allez lui attribuer une action. Alors l'action peut être une sélection, suivie d'un copier-coller dans un fichier. L'action peut être un masque de fusion. L'action peut être juste un tracé avec la plume. Ici, pour commencer à dessiner avec la plume, nous allons faire des actions très simples. Nous allons déjà apprendre à dessiner avec la plume. Premièrement, je vais prendre l'outil plume. Ici, je suis aidée. Ce n'est pas toujours le cas quand on doit détourer un élément. Je suis aidée par des points stratégiques indispensables. Ces points stratégiques indispensables vont correspondre aux différents points d'ancrage que je ferai avec l'outil plume. Rappelez-vous, un point d'ancrage, c'est juste un point qui va correspondre à un élément de mon segment. Donc ici, pour dessiner avec la plume, je vais toujours me poser la question du type de ligne que je dois créer. Sur un carré, je suis sur une ligne droite ou un trait droit. Et avec la plume, pour dessiner une ligne droite, je vais juste faire un clic. Juste faire un clic. Donc ici, je me positionne sur mon point et je fais juste un clic. Je vais sur le prochain point, je fais un clic. Je vais sur le prochain point, un clic. Je vais sur le prochain point, un clic. Et très important, pour un tracé fermé, il faudra que je revienne au point
de départ. Et regardez, quand j'arrive au point de départ, très important, j'ai un indicateur sur la plume. Regardez, là j'ai la plume simple, mais dès que j'arrive sur le point d'ancrage de départ pour fermer le tracé, il me met un petit indicateur sous forme de cercle. Alors faites attention à ce petit indicateur, il vous permet de savoir si vous avez bien fermé le tracé. S'il apparaît, c'est très bien quand vous fermez le tracé. Donc ici, un clic. Donc là, j'ai créé un tracé. Ce tracé, il se trouve là, dans Tracé. Le panneau Tracé va répertorier vos différents tracés. Donc ici, dans Tracé, je vais avoir Tracé de travail. Ce tracé de travail, il est très bien, je le laisse tel quel. Alors, je vais continuer. Je vais faire l'exercice suivant. Ici, je dois faire une étoile. Alors, l'étoile, elle est également composée de lignes droites. D'accord? Donc ici, même méthode, je vais tout simplement faire un clic avec la plume. Donc on y va. Je commence ici, un clic, 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 un clic. Vous voyez, pour faire une ligne, c'est juste un clic. Un clic. Et voilà pour ces deux exercices. Donc là, je sais faire un tracé avec la plume. Je continue. Ici. Prochain exercice, cette fois-ci, je dois faire un cercle. Alors, est-ce que ici, j'ai une ligne droite? Non, ici, j'ai une courbe. Donc, je dois apprendre à dessiner une courbe avec l'outil plume. Pour dessiner une courbe avec l'outil plume, premièrement, vous allez rester appuyé jusqu'à ce qu'apparaissent les réglettes de contrôle. Alors les réglettes de contrôle, on les appelle également les petites lignes. Ici donc, je reste appuyé avec la souris jusqu'à ce qu'apparaissent ces deux lignes-là. Ces deux lignes-là, ce sont mes réglettes de contrôle. Donc ici, ce n'est pas un tracé, c'est juste des réglettes qui vont permettre de faire une courbe. Donc ici, je suis allée vers la gauche, donc ça veut dire que mon prochain tracé doit être vers la gauche. Et à mon prochain tracé, regardez, je reste appuyée encore une fois, je reste appuyée, donc cliquez glisser pour faire une courbe, et ensuite je tire avec mes réglettes de contrôle, et je lâche quand ma courbe est bonne. Donc ici, je suis allée vers le sens descendant, donc je lui dis que ma courbe doit aller vers le bas. Donc je continue dans ce sens, je fais mon prochain point, même méthode, je reste appuyée. Je ne lâche pas la souris quand je fais une courbe. Je reste appuyée jusqu'à ce qu'apparaissent mes lignes directrices ou mes réglettes de contrôle et je parfais ma courbe. Ici, je lui ai dit que je vais dans ce sens-là, donc vers la droite, donc je continue. Je reste appuyée jusqu'à ce qu'apparaissent les lignes directrices et je tire. Et c'est uniquement quand j'ai terminé que je lâche. Même méthode ici, alors ici, plus besoin, je vais juste cliquer une fois. Ok? Donc là, la courbe est terminée. Et là, je peux zoomer par exemple pour mieux voir ce que j'ai fait comme tracé. Donc là, du coup, je vais utiliser l'outil main sans changer d'outil en appuyant sur la touche espace et cliquer glisser. Ici, par exemple, vous pouvez par exemple vous dire « Ah bah tiens, ici, ma courbe, elle ne respecte pas vraiment mon tracé. Je vais pouvoir modifier. » Pour modifier cet élément, par exemple, vous pouvez prendre un autre outil. Vous pouvez prendre l'outil de sélection directe, qu'on appelle également la flèche blanche.
L'outil de sélection directe qui est ici, et que vous aurez avec le raccourci clavier A, va vous permettre, par exemple, de sélectionner un point d'ancrage. Donc ici, je sélectionne uniquement ce point d'ancrage qui m'intéresse. Je vais pouvoir prendre sa ligne directrice uniquement, celle-ci, et je vais pouvoir la replacer comme je souhaite. Et ici, je vais pouvoir également replacer celle-ci. Je vais pouvoir prendre le point et le déplacer un peu. Et ici, je vais descendre un petit peu cet élément. Voilà. Puis je peux reprendre l'outil déplacement. Alors, du coup, c'est bon pour ce tracé, je vais passer au tracé suivant. Ici, je reprends l'outil plume et je vais faire le tracé suivant. Ici, je commence toujours par analyser mon tracé. Je suis également, alors hop, dans l'outil tracé par exemple, vous pouvez désélectionner celui-ci, ça va vous permettre de travailler rapidement. Ici par exemple, j'ai encore des courbes. Donc je me rappelle que pour faire des courbes, je peux directement commencer avec une courbe, mais je peux aussi commencer avec un simple point. Donc ici, je vais vous montrer la deuxième méthode. Je peux commencer avec un simple point, donc je clique une seule fois, et c'est au prochain point d'ancrage qu'il faudra que je fasse un cliquer-glisser pour bien lui dire qu'il s'agit d'une courbe. Donc ici, sur le prochain point d'ancrage, celui-ci, je clique et je reste appuyé et je tire sur mes lignes directrices, je tire. Ici, par exemple, vous voyez, ma ligne directrice, elle est très grande parce que c'est très allongé. Et là, si je souhaite revenir avec la ligne directrice du bas, je suis toujours appuyée avec la souris, je n'ai pas lâché. Je vais appuyer la touche Alt. La touche Alt, par exemple, va me permettre de changer la direction d'une courbe. Donc ici, je reviens un peu et je lâche. C'est maintenant que je lâche. Je lui ai donc dit que ma prochaine direction était dans ce sens-là. Donc ici, je vais cliquer une fois et je tire. Je tire, ok. Et une fois que je suis satisfaite, je lâche. C'est comme une bombe. Vous ne lâchez pas la bombe. Ici, même méthode, cliquez, glissez, je tire. Et enfin ici, cliquez, glissez, je tire un peu et c'est bon. Donc voici pour ce tracé. Alors je vais continuer avec l'exercice suivant. Donc ici par exemple, j'ai un premier point d'ancrage et je peux décider de faire un petit cliquer-glisser. Donc tout de suite, je lui dis qu'il y aura une courbe et je vais suivre la direction de ma flèche. Ma flèche va vers la gauche, donc mon prochain point d'ancrage ira vers la gauche. Ici, je me positionne sur le prochain point d'ancrage, je tire, je fais un cliquer-glisser, je ne lâche pas ma souris. Et là, par exemple, je suis descendue un petit peu trop bas. Avec la touche Alt, je vais revenir un peu sur la ligne directrice. Voilà. Maintenant, même méthode, je tire, alors là, du coup, hop, tire un peu, et puis c'est bon. Ici, je tire. Et là, je suis allée un petit peu loin avec ma ligne directrice, donc je reviens un peu. Je zoome un peu, outil main. Et maintenant, regardez, je vais pouvoir fermer facilement. Hop. Donc ça, c'est pour cette ellipse un peu diagonale. Ensuite, je vais faire l'exercice de la banane. Alors, ici, même méthode, je commence par analyser mon image à détourer.
à dessiner pour commencer. Ici, j'ai premièrement un point d'ancrage. Donc ici, je lui dis qu'il va y avoir une petite courbe. Ensuite, ici, plusieurs méthodes. Vous pouvez rajouter des points d'ancrage statiques facultatifs. C'est-à-dire que, regardez, j'ai une première courbe ici, qui est petite, puis j'ai une deuxième courbure. Donc ici, par exemple, je peux soit me mettre ici, et il faudra que je retravaille ma courbe, soit rajouter un point d'ancrage facultatif à ce niveau, qui va correspondre à ma première courbe. Ça va me faire ceci. Ok ? Ici, on est d'accord que la direction tend trop vers la droite. Donc ici, avec Alt, je vais revenir et je vais vraiment lui montrer la direction à suivre. Là, je vais pouvoir faire une petite courbe. Et pareil, je vais me mettre un deuxième point facultatif juste à cet endroit. Cliquez, glisser. Ici, cliquez, glisser. Alors, mon Alt, il est allé trop loin. Donc là, je reviens un peu pour lui montrer la direction que je souhaite. Cliquez, glisser. Et un clic me suffit pour terminer la banane. Donc ça, c'est pour les exercices suivants. Si je vais dans mon panneau tracé, je vois que j'ai mes 3 tracés qui sont ici. Ok. Je vais continuer. Ici, j'ai des formes qui sont plus complexes. J'ai des courbes qui rentrent, qui descendent, etc., etc. Alors ici, premièrement, je commence tout de suite par une petite courbe. Ici, je vais devoir mettre des petits points facultatifs. Là, par exemple, je vais m'arrêter. Ok. Puis ici, je continue. Ici, c'est bon. Cliquez, glisser. Là, je vais revenir un petit coup. J'aurais dû revenir encore plus. Donc là, je reviens. Si vous avez une souris aussi sensible que la mienne, bon courage. Ici, je reviens, je m'arrête là. Et là, du coup, je vais faire un point intermédiaire. Ici, petit point d'ancrage, petite courbe, point intermédiaire, petit point d'ancrage, cliquez, glisser. Ici, je tire, je tire, je tire, je tire, ok. Ici, je tire un peu et je reviens surtout avec Alt. Ici, je m'arrête à mi-chemin. Et avec Alt, je reviens pour lui montrer vraiment la direction à suivre. Et ici, je clique une fois et c'est bon. Alors maintenant, je vous propose de faire un cœur. Alors le cœur, vous voyez, va avoir quelques points facultatifs à rajouter au besoin. Donc ici, je peux commencer avec un seul point d'ancrage pour le cœur, si je le souhaite. Donc ça veut dire que ma courbe va commencer à partir de ce point facultatif. Ok. Ensuite, je vais faire un point à cet endroit. Puis, je vais faire un autre point à cet endroit. Attention ici, je lui dis qu'il faut descendre. Donc ma direction n'est pas bonne. Donc je vais revenir avec Alt. Et je vais lui montrer par exemple la direction que je souhaite. Ici, je peux essayer de garder une symétrie avec l'autre point d'ancrage, par exemple. Et là, petit clic et glisser. Petit clic et glisser. Et je ferme mon tracé. C'est fini pour mon cœur. Ici, du coup, je vais vous proposer de faire une lune. Donc pour la lune, un premier point d'ancrage. Et je peux faire un point d'ancrage facultatif ici. Un deuxième point d'ancrage, cliquez, glisser, c'est une courbe. Et tout de suite, avec Alt, je reviens, je lui montre la direction suivante. Ici, du coup, je vais pouvoir faire un point facultatif.
un point obligatoire. Et ici, je pourrais presque me passer de ce point facultatif. Je peux fermer directement. Regardez. Donc ça, c'est pour la Lune. Alors, une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire les autres séries qui sont un peu plus complexes. J'aimerais juste en profiter pour vous montrer un exercice qui vous aidera à maîtriser la plume. Ici, c'est ce qu'on va appeler The Busy Game. Alors, avant de faire The Busy Game, j'aimerais juste vous montrer quelques actions que vous pouvez mener avec la plume. Alors, premièrement, je vais vous proposer de faire notre petit carré du départ. Notre carré du départ, on va le redessiner avec la plume. Un clic, vous vous rappelez, quand c'est un trait droit ou une ligne droite, c'est juste un clic. Donc, un clic. Ce carré-là, je l'ai dessiné. Et j'aimerais le détourer. Le détourage signifie que vous allez isoler cet élément. Isoler cet élément des autres éléments. Deux méthodes pour faire cela. Vous avez la possibilité, premièrement, de travailler sur votre tracé pour en faire soit une sélection, soit un masque, soit une forme. Alors ici, je vous propose de voir cela. Donc j'ai toujours mon outil plume. Je viens juste de terminer de dessiner la forme que je souhaite. Je vais en haut dans ma barre de paramètres. Premièrement, dans ma barre de paramètres, on va me dire quel outil j'utilise. Donc ici, la plume. On va me dire sur quel élément je suis, un tracé. Et on va me dire ce que je suis capable de créer avec cet élément. Donc ici, je peux faire une sélection. Si je clique sur sélection, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, définir une sélection. Donc ici, on va me dire rendu rayon 0 pixel. Alors rayon 0 pixel, c'est très bien. Restez bien sur 0 pixel si vous pouvez, car vous serez au pixel perfect, ce qu'on appelle le pixel perfect. Donc vous allez être au plus proche de votre tracé. Nouvelle sélection, OK. Et je fais OK. Et regardez maintenant, j'ai une nouvelle sélection qui correspond à mon tracé. Cette nouvelle sélection, je peux faire ce que je veux avec. Je peux premièrement prendre l'outil déplacer, outil déplacement, et regardez, dès que je prends l'outil déplacement, que je suis sur ma sélection, il change. C'est-à-dire qu'ici, il est en outil déplacement simple, et quand je suis à l'intérieur de ma sélection, il se transforme avec un ciseau. Les ciseaux permettent de faire quoi? Ils permettent de découper. Donc ici, je peux faire un copier, commande C, et je peux faire un coller, commande V. Alors, vous ne voyez pas ce qui s'est passé, mais dans votre panneau calque, vous avez un nouveau calque qui est là. Et ce nouveau calque, je peux le prendre et je peux le déplacer. Donc là, j'ai fait un copier-coller de ma sélection. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire avec votre sélection. Je vous propose de revenir en arrière. J'ai toujours ma sélection. Je peux, par exemple, avec cette sélection, faire un copier et créer un nouveau document dans lequel je vais coller cet élément. Donc ici, pour créer un nouveau document, rappelez-vous, c'est fichier nouveau. Fichier nouveau, et par défaut, il a compris ce que vous vouliez faire. Il va vous proposer de créer un nouveau document au format de l'élément que vous venez de copier. Donc ici, je vais faire OK et regardez, il m'a préparé un document qui est au format carré et je vais juste pouvoir faire un commande V. Donc ça, ce sont des possibilités que vous pouvez faire avec l'outil sélection. Autre possibilité que vous pouvez faire avec l'outil sélection, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un masque de fusion. C'est-à-dire que là, regardez, dans ma page, j'ai beaucoup d'éléments. Mais je ne suis pas intéressée par tous ces éléments. Le seul élément qui m'intéresse ici, c'est le carré. Et moi, par exemple, j'aimerais masquer tous les autres éléments qui ne sont pas le carré. J'aimerais afficher uniquement le carré et masquer tous les autres éléments. Pour faire cela, vous pouvez utiliser un masque de fusion.
Le masque de fusion, vous pouvez le faire de différentes manières. Donc, vous pouvez le faire à partir d'une sélection. Ici, nous avons une sélection. Pour faire un masque de fusion, nous allons aller dans le panneau calque. Je suis dans le panneau calque. En bas du panneau calque, vous avez différents boutons qui vous sont proposés. Parmi ces boutons, vous avez FX qui vous permet de rajouter un style de calque ou des effets spéciaux. Et vous avez celui-ci, ajouter un masque de fusion. Si je clique sur ajouter un masque de fusion, regardez, il m'a masqué tous les autres éléments. Le seul élément qui est affiché, c'est mon carré. Et maintenant, si je regarde mon calque, je vois que mon calque a été associé à un masque. Ici, ce cadre noir signifie que tout ce qui est noir est masqué et tout ce qui est blanc est affiché. Tout ce qui est noir est masqué dans le masque de fusion et tout ce qui est blanc est affiché. C'est pour cela que l'ensemble de la page est noire et qu'uniquement en haut, je vais me retrouver avec le petit carré blanc qui correspond à mon petit carré, ici, détouré. Plusieurs éléments sur le masque de fusion. Premièrement, quand vous avez un masque de fusion, vous pouvez très bien décider d'afficher les autres éléments lorsque vous le souhaitez. Ici, par exemple, rappelez-vous, nous avons dit que tout ce qui est blanc est affiché et tout ce qui est noir est masqué. Donc, si je sélectionne le masque, que je prends par exemple l'outil pinceau et que je dessine en blanc, je vais pouvoir afficher les autres éléments. Si je permute la couleur, que je passe en noir, et que je dessine en noir, je vais pouvoir masquer les éléments. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du masque de fusion, puisque du coup, vous pouvez revenir sur votre tracé pour le parfaire. Vous pouvez revenir sur votre tracé pour afficher des éléments qui n'étaient pas prévus à la base, etc., etc. Alors, autre méthode. Ici, on va revenir au tracé avec la plume. Donc ici, je vais reprendre un peu mon tracé et je le ferme. Ici, du coup, je remonte en haut. Donc j'ai uniquement mon tracé avec la plume. Donc on a déjà testé la sélection, je vais vous proposer de faire le masque. Ici, même méthode, donc je peux faire un masque de fusion directement avec l'outil plume. Et nous, c'est ce qu'on utilisera à chaque fois pour détourer. On va dessiner avec l'outil plume la forme qui nous intéresse. Et puis après, on va créer un masque de fusion. Cela permettra de masquer tous les éléments non essentiels de notre détourage. Alors, maintenant que nous avons fait cet exercice, je vais vous proposer de faire The Basic Game. The Basic Game, c'est un petit site en ligne qui va vous permettre d'apprendre facilement à dessiner avec la plume. Ici, par exemple, premièrement, on vous dit The Basic Game, c'est un jeu pour vous aider à maîtriser la plume. Alors ici, l'avantage que vous aurez, c'est que vous allez pouvoir cliquer une fois, c'est bon. Rappelez-vous, pour une ligne droite, un clic suffit. Alors, pour une ligne droite, qui doit vraiment être droite, vous allez pouvoir utiliser la touche Shift, par exemple. Donc ici, je vais faire un clic. Je peux utiliser Shift. Shift va vous permettre de faire une ligne super droite. Et là, je ferme. Et c'est bon. Alors, attention, ici, on est sur une courbe. Rappelez-vous, la courbe, on fait un cliquer-glisser. Pour la courbe, on fait un cliquer-glisser jusqu'à ce qu'apparaissent les lignes directrices ou les réglettes de contrôle. Donc ici, tout de suite, cliquer-glisser, je ne lâche pas la souris et j'essaie de bien placer les réglettes de contrôle. Ici, je suis allée dans le sens descendant, donc je continue. Cliquer-glisser, je mets les réglettes de contrôle. Cliquer-glisser, je mets les
réglettes de contrôle. Cliquez glisser, je mets les réglettes de contrôle. Et ici, un clic suffit. Alors ici, attention, le cœur. Pour faire le cœur, vous voyez, à un moment, il faut changer la direction. Donc, premièrement, je fais dans ce sens-là. On est d'accord que la direction de la ligne directrice de gauche n'est pas bonne. Donc, j'essaie de bien placer celle de droite, en haut, qui est bonne. Et tout de suite, je ne lâche pas la souris. Tout de suite, avec Alt, je déplace celle-ci. Et je la place bien. Donc là, je lui ai dit que ma prochaine courbe sera vers la gauche. Et regardez, il a bien compris, puisque du coup, mon prochain tracé, je vois bien qu'il y a une courbe de prévu. Donc ici, je vais revenir et cliquer glisser, je vais bien placer cette courbe. On est d'accord que l'autre ligne directrice n'est pas bonne. Donc ici, avec Alt, tout de suite, je déplace ma ligne directrice. Et enfin, je vois bien que j'ai prévu une courbe et qu'il a bien compris. Donc là, je vais revenir, je vais cliquer une fois. D'accord? Alors, je vais vous proposer de faire l'exercice sur Photoshop et puis de faire un exemple de masque de fusion. Puis, je vais vous demander de faire l'exercice de The Bezier Game et déjà, vous serez assez à l'aise pour qu'on puisse faire un véritable détourage sur une véritable image qui sera beaucoup plus complexe. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain cours.